Parle-moi de ta passion, je te dirai qui tu es. Que tu sois joueuse de tennis, musicien, peintre à tes heures perdues ou amatrice de photographie, ta passion occupe très certainement pas mal de ton temps, voire de ton esprit. Et c'est bien normal. Beaucoup se posent la question de savoir si leur passion pourrait être utile à leur métier. Autant dire que si tu te trouves dans cette situation, tu as trouvé le combo gagnant. Pour répondre un peu plus en détail à cette question, je te propose d'écouter le témoignage de mon invité du jour, Elisabeth, sportive de haut niveau en parallèle d'un métier passionnant qu'elle exerce chez Thales. Mais avant d'accueillir Elisabeth comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Elisabeth. Bonjour Guillaume. Très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet des passions et notamment du fait que ces passions puissent être utiles à ton métier. Alors je crois savoir que ces passions sont effectivement utiles à ton métier puisque tu as une passion particulièrement présente dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler et te présenter aussi ? Donc je suis Elisabeth Ducard, je suis coach Lean en ingénierie chez Thales et ma passion, je suis nageuse, master de haut niveau pour lesquels je fais pas mal de compétitions de niveau national et de niveau international. Ah oui, tu es une vraie pro en fait en natation. Je pense que tu me prendrais peut-être 10 mètres ou 20 mètres sur un bassin classique. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs un bassin classique. Il y a deux types de bassins. Il y a les bassins de 25 mètres et les bassins de 50 mètres. Et en saison d'hiver, on nage plutôt en bassin de 25 mètres. Et en été, on est plutôt en bassin de 50 mètres. Ouais, donc je pense que 10 mètres, c'est assez correct. On pourra peut-être faire l'essai un jour. Alors, ça fait combien de temps que tu Peut-être. pratiques la natation ? Alors, je pratique la natation depuis l'âge de 5 ans et je peux partager avec le public. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai 59 ans et c'est une passion depuis toute petite et qui s'est renforcée au fur et à mesure et actuellement avec des enjeux puisque je suis qualifiée pour les championnats du monde cette année. Et là, c'est vraiment un Waouh. plaisir de préparation qui me permet de le faire à côté de mon travail. Ah bah bravo, on pourra venir te voir du coup. Si tu as envie de te payer un billet d'avion pour aller jusqu'au Japon, à Fukuoka, parce que ça sera Ah là bah début moi, août. ce sera avec grand plaisir. Bon, en tout cas, on te supportera à distance. Alors Elisabeth, tu nous as parlé de ta passion, voilà, que tu exerces depuis un bon bout de temps, depuis l'âge de 5 ans. Donc bon, je vais pas faire le calcul, 5 ans à 59 ans. Bon non, en fait, ce serait assez facile à faire, mais donc ça fait un bon bout de temps. Quelles qualités tu as pu développer au travers de cette passion qui aujourd'hui te sont utiles à ton métier ? Les 3 mots qui me reviennent régulièrement, c'est la persévérance, l'engagement et le plaisir. Ces 3 mots qui viennent automatiquement à moi et à côté, au niveau de mon travail, puisque il y a ce lien entre la passion et le métier, c'est surtout la prise de recul, la concentration, je peux dire, et l'amélioration continue. Et donc tous ces facteurs que je mets au quotidien dans le sport, je le mets aussi au quotidien dans mon travail et vice versa. Ce que je mets au quotidien dans mon travail, je le mets aussi dans mon sport parce que vraiment cette posture de prise de recul, c'est nécessaire à la fois dans le sport et dans mon métier. Cette capacité aussi d'être en amélioration continue, de toujours se dire tiens, qu'est-ce que je viens d'apprendre et qu'est-ce que je peux améliorer, je le mets vraiment au quotidien dans les deux. Et c'est tellement développé dans la technique du sport et maintenant dans ma technique de mon métier que je le fais vraiment de manière naturelle ou quasi Ouais. naturelle. Ah, c'est devenu complètement un réflexe en fait. Est-ce que tu as des collègues justement qui eux aussi sont sportifs ou sportives, qui font à peu près le même constat ? En gros, est-ce que c'est plutôt une généralité ou est-ce que tu penses que c'est un cas particulier ? Ce qui est sûr, c'est que par rapport à d'autres collègues qui sont sportifs comme moi, hein, on a cet automatisme parce que vraiment dans le sport et là actuellement on est sur Roland-Garros mais il y a plein de championnats etc. Dans le sport, dès que notre course est faite, alors pour moi la natation ou un match pour d'autres personnes, on fait toujours une analyse de ce qui a bien marché.
puisque faut valoriser. C'est comme ça qu'on se dit, ah tiens, ça a marché, on a testé ça à l'entraînement, maintenant on peut le mettre en compétition. Et derrière, on analyse à chaque fois ce qui n'a pas marché pour se dire, tiens, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire différemment et qu'est-ce que je dois faire à l'entraînement pour que ça soit disponible le jour J. Et donc, c'est ça qui fait que mes collègues sont dans le même état d'esprit et je vois bien que quand je rencontre des sportifs, il y a cet automatisme de prise de recul et d'amélioration et puis de persévérance, parce que c'est pas parce qu'on a détecté un problème qu'on le corrige tout de suite, on voit la correction, mais pour le moment de l'intégrer et de la réaliser complètement, il y a un peu de temps. Et donc, on est assez persévérant pour être sûr qu'on va arriver au bon geste. Ok, ouais, donc c'est plutôt rassurant en fait. La pratique sportive t'amène, on va dire, une sorte de discipline. C'est un peu ça que tu veux dire par là aussi. Elle te permet de te préparer au jour J et d'être beaucoup plus performant, plus efficace le jour J aussi. Oui, et c'est sûr. Le sport est une discipline. Ça, voilà, tout le monde, quand les gens qui se présentent en compétition, il faut qu'ils soient entraînés. On va pas se dire, tiens, j'arrive, là, je vais aller faire telle compétition sans entraînement. Et c'est la même Alors, chose je peux sur son métier, sur son lieu de travail. Quelles sont du coup et les comparaisons qu'on pourrait faire entre ces deux domaines d'activité, on va dire? c'est là où j'allais ajouter deux choses, c'est que parce que j'ai eu des remarques de certains collègues qui me disent: «Oui, mais le sport, c'est que le jour J, c'est un jour J une fois tous les mois ou une fois tous les 6 mois». Alors que les managers ou les collaborateurs ou toute personne dans le monde de l'entreprise, notre jour J, c'est tous les jours. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le jour J dans notre métier, c'est tous les jours. Quand on doit être performant, et j'ai pas peur d'utiliser le mot performant, puisque la performance, c'est quand on est vraiment dans une activité au quotidien qu'on arrive à bien faire. C'est parce qu'on a une discipline tous les jours. Et ce qui est hyper intéressant, c'est quand même dans le monde de l'entreprise, ce jour J, il est là tous les jours. Et d'où le fait que dans le monde du sport, quelque chose que j'évoque souvent, c'est la récupération. Et c'est comment dans le monde de l'entreprise, je mets des temps de récupération, mais au travail, hein, dans des activités différentes pour que je sois à la fois performante tout le temps, mais la performance, c'est par la récupération. Et on oublie ça dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est des sportifs tous les jours. On est des sportifs tous les jours, puisqu'on nous demande d'être là pendant 6 heures sur une chaise, où il faut travailler pour des gens qui sont derrière moi sur un ordinateur, pour d'autres personnes, c'est derrière des machines, etc. Mais c'est comment on met en place cette récupération. Donc, vous voyez, il y a cette interaction entre le métier et le sport, en tout cas moi le sport, puisque c'est le sport, qui est hyper importante de faire ces parallèles-là, tout en faisant attention que voilà, il y a des choses qui s'appliquent au sport, des choses qui s'appliquent au métier, mais je vois bien quand même que beaucoup de choses du sport peuvent être appliquées au quotidien. Oui, sport et passion même au sens large. En tout cas, c'est intéressant justement cette leçon du fait que pour être performant, il faut savoir récupérer. C'est essentiel. Oui. Sauf que effectivement, du coup, en entreprise ou sur son métier, c'est un peu plus difficile justement de récupérer puisqu'on a besoin de nous en fait au quotidien. Alors comment, du coup, est-ce qu'on peut appliquer ces conseils de la récupération sportive en entreprise là où on n'a pas autant de temps pour récupérer? Par rapport à le domaine dans lequel je suis, hein, je ne peux pas parler pour tous les domaines de l'entreprise puisque je connais pas tous les métiers, mais dans le métier dans lequel je suis, qui est plutôt dans le monde du logiciel, on a régulièrement des moments où on appelle ce qu'on appelle des rétrospectives. Dans le monde dans lequel je suis, on fait souvent des rétrospectives pour se dire, tiens, sur le dernier mois ou sur les derniers 3 mois, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc après, on prend ce temps derrière de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre comme amélioration? Et souvent, donc, quand on décompose ce temps, par exemple tous les mois, je fais finir les équipes à midi et l'après-midi, on travaille sur une activité qui va nous servir dans le monde de l'entreprise, mais qui n'est pas l'activité au quotidien qu'on a fait pendant un mois. Et ça permet à notre cerveau D'accord. d'aller réfléchir à d'autres choses, etc. Donc, c'est une technique de récupération que j'ai déjà mis en place dans mes équipes au niveau du logiciel. Ensuite, voilà, je me prétends pas que je peux le faire dans tous les métiers, mais en tout cas, dans mon métier, on peut le faire. Et je me suis bien rendu compte que les gens qui faisaient ça revenaient le lundi, souvent parce qu'on fait ça le vendredi après-midi, revenaient avec une dynamique parce qu'ils avaient l'impression d'avoir coupé avec le travail en dehors du week-end, mais ils avaient quand même coupé au niveau de leur activité régulière de tous les jours. Ouais.
Alors, ce que je ressens de ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une grosse notion de mental, de perception. C'est très lié au cerveau, tout ça. Donc, est-ce à dire que nos passions, justement, nous font du bien, on va dire mentalement, et nous permettent du coup d'être beaucoup plus efficaces au travail? J'essaie de trouver un petit raccourci assez simple à comprendre. Je ne sais pas s'il est bon. Bah, c'est sûr que les passions, quand on les fait à côté, on les fait parce que ça nous fait du bien. Donc, et donc forcément, quand ça en a fait du bien, on produit ce qu'il faut au niveau du corps. Donc voilà, la dopamine, la sérotonine, tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Et, et donc ça fait que comme on est bien au niveau de notre corps, bah forcément, j'allais dire, pourquoi tu as prononcé le mot de mental, mais souvent les gens, quand ils prononcent le mot de mental, ils pensent qu'à la tête. Alors que le mental, alors je peux en parler parce que je suis préparateur mental à côté de Thalès, hein, en Mhm. indépendante. Le mental, c'est à la fois la gestion des énergies, comment on reconnaît nos émotions qui vont nous perturber dans notre quotidien, hein, comment on rentre en stress ou pas, ou comment on rentre en panique et comment je gère ça, qui fera que j'aurai plus appel à mes compétences opérationnelles, comment je développe mon estime de soi, comment je suis concentrée à 100% dans le présent. Et c'est pour ça que oui, ce raccourci en utilisant le mot mental, c'est très bien, Guillaume, puisque c'est vraiment Mhm. ça. Le mental, c'est à la fois comment j'arrive dans mon monde de l'entreprise avec mon corps, avec mes émotions, avec mon estime, et comment je suis prête à être concentrée et comment je gère cette concentration au quotidien. Et ensuite, tout Mhm. ça fait que j'arrive à communiquer avec mes collègues et à la fois les influencer positivement et à me protéger négativement dans des situations qui sont difficiles. Donc oui, Mhm. ce terme mental est très important. Ok. Et est-ce qu'il y a un minimum de temps à respecter, un minimum de temps à consacrer à ses passions pour réellement être plus efficace dans son métier? Une question qui, j'imagine, n'est pas forcément évidente. Je sais pas, est-ce que c'est 30 minutes par jour? Est-ce que c'est un quart d'heure par jour? Est-ce que, je sais pas, c'est une fois tous les 2 ou tous les 3 jours? En tout cas, de ta propre expérience. Alors toi, je pense que voilà, au niveau du sport, tu le Alors, pratiques quand même très régulièrement, hein, quasiment quotidiennement. Mais est-ce que c'est une alors pratique régulière qu'il faut engager? oui, alors voilà, alors je peux pas te donner une ordonnance en te disant c'est comme ça exactement, mais mes expériences font que il vaut mieux pratiquer un peu régulièrement, voilà, Ouais. 20-40 minutes parce que c'est mais régulièrement plutôt que de faire tout le week-end parce que le corps en fait il oublie et l'intéressant il vaut mieux faire par exemple 2 fois ou 3 fois 40 minutes que 2 heures le week-end. Alors, si vous pouvez que le week-end 2 heures, c'est déjà bien. Hein, je ne veux pas dire que voilà, mais pour pouvoir, en fait, le corps il se rappelle des choses. Donc en fait, si on le fait pendant 20 minutes, 40 minutes régulièrement, et ben forcément, on garde ce niveau d'activation qui fait que quand on arrive tous les jours avec j'allais dire, ces 20 minutes ou ces 40 minutes qu'on a peut-être fait une fois tous les 2 jours ou une tous les 3 jours, ben notre corps, il est mieux. Donc c'est voilà, je peux pas Mhm. donner, je suis pas experte, je suis pas coach sportif, mais ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux faire 3 fois 40 minutes que 2 heures, mais je veux pas remettre en cause ceux qui ne peuvent que 2 heures le week-end, c'est bien. Oui, Voilà, ça veut dire qu'il faut forcément, on fait en réactiver le fonction. corps, faut mieux l'échauffer, voilà. Mhm. Ok, est-ce que tu sens du coup que ça a un effet bénéfique sur la gestion de ton stress potentiellement dans des activités, dans des périodes d'activité assez intenses? Est-ce que du coup la pratique sportive t'apaise et te permet de mieux, on va dire, de mieux apprécier les contraintes qui sont liées à ton travail, de prendre un peu plus de recul, d'être un peu plus posé et organisé? Oui, alors là, en tout cas, pour moi, oui. C'est-à-dire que je me rends bien compte qu'il y a des journées, on peut avoir très longues. Là, on sort d'un séminaire où on a préparé ça pendant des mois, et le jour J, ben voilà, là c'est un séminaire avec 70 personnes. De 8 heures du matin à 19 heures, c'est comment je suis efficace. Et donc mes techniques, je sais que je suis allée respirer 2 ou 3 fois. À un moment, il y avait un stress parce que il y a tel truc qui marche pas. Hop, je fais une respiration abdominale qui fait hop, ça lâche. En fait, c'est Mhm. tellement intégré pour moi qui fait qu'il y a une fluidité et qui fait que je sors le soir. Bon, il y a quand même une fatigue d'avoir géré tout ça, mais c'est une fatigue qui est vite récupérable parce que je suis pas complètement éteinte. Et donc oui, oui, Mhm. je l'utilise au quotidien parce qu'on est dans un monde euh, où on a des challenges, et avoir ces techniques de respiration, ces techniques de prise de recul. Là, tout à l'heure, on démarrait en intro sur la prise de recul, mais je l'utilise quotidiennement. C'est-à-dire que d'un seul Mhm. coup, il y a un problème. Si, si on commence tous à paniquer, mais je l'ai déjà vu en réunion, si tout le monde commence à paniquer,
ça part, tout le monde commence à même il y a des fois certaines personnes qui peuvent monter le son, alors que si on arrive à dire: «Attends, stop, on va peut-être démarrer comme ça et on va faire ça», et le fait d'être calme, en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu es au milieu d'une réunion, si toi tu es calme, la personne en face de toi, même si elle avait envie de partir, tu as testé, hein, mais moi je Mmh. l'ai testé en tout cas, la personne, elle est plus calme pour répondre parce que tu ne rentres pas dans son jeu de monter en niveau. Et ça Mmh. aide. Alors régulièrement, j'ai déjà eu des réunions où il y avait deux personnes qui étaient en train de, chacun avec des expertises, chacun voulait tirer son truc. Et là, ça montait et les gens étaient en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, je posais, j'ai pris une respi, j'ai pris un recul, j'ai dit, bon, alors maintenant, et derrière, les deux gars, on se dit, ah oui, on peut lui répondre normalement. Et d'un seul coup, hop, le niveau sonore descend et la réunion a pu aller jusqu'au bout. Donc Ouais, c'est ça forcément, en je fait, l'utiliserai. le lien n'existe en fait qu'à travers 2 personnes. Donc si une personne envoie, on va dire, des ondes négatives, des ondes de stress, de colère ou autre, si toi de ton côté tu es apaisé grâce à ta passion, donc toi une passion sportive, mais ça peut être de la peinture, de la musique, de la lecture, de l'écriture, si toi tu te sens apaisé justement grâce à cette pratique quotidienne ou régulière de ta passion, ça permet justement à cette tension de se calmer puisque la personne en face n'a plus d'interlocuteur en fait, en tout cas n'a plus de récepteur de sa colère. Donc c'est un peu ce que tu veux dire. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est par la passion c'est vrai que ma passion qui est la natation, je l'ai appris. Nous, on doit vraiment gérer, surtout que quand il y a les juges arbitres nous disent, ben voilà, telle chose c'est pas bien, ou tu risques d'être disqualifié, ou tu vas être disqualifié, ou un faux départ, etc. Et ben faut pas en vouloir aux juges arbitres. Donc il Mmh. faut apprendre à se calmer très vite parce que derrière, comme il y a une nouvelle course à préparer. Donc c'est ça qui est hyper Mmh. important. Ouais. Alors est-ce que cette passion, tu as pu la partager avec d'autres, personnes au sein de ton entreprise, chez Thales? Est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui pratiquent, la natation ou d'autres sports ou d'autres passions tout court? Avec qui tu as l'occasion d'échanger, avec qui tu as l'occasion de partager? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs chez Thales, ça c'est sûr, parce qu'il y a des courses, il y a de la voile. Là, où je suis actuellement, il y a un, une, un homme qui fait beaucoup de voile à des niveaux aussi hauts. Et là, récemment, il y a eu un article en interne où j'ai partagé ma passion de la natation. Et en fait, j'ai reçu des emails d'autres nageurs qui sont masters et qui m'ont dit, ah mais nous aussi on fait de la natation au niveau, et on s'en rend compte qu'il y en a un, il est juste 2 étages en dessous de moi, donc c'est ça qui est marrant, et en même temps il y en a d'autres qui sont Ouais, à 700 kilomètres, et donc il y a ouais. forcément une communauté, et il y a plein de sportifs dans le monde de l'entreprise, et c'est ça qui est génial parce qu'on se Mmh. dit que des endroits où il y a des sportifs, il y a forcément les mêmes passions, les mêmes valeurs dont je t'ai partagé qui doivent être là, et c'est bien Mmh. aussi de voir ça. Et donc la passion a bien sa place dans l'entreprise, c'est plutôt rassurant, hein, pour les candidats et les candidates qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à un candidat, une candidate qui justement serait passionné, quelle que soit sa passion d'ailleurs, et qui voudrait mettre en avant cette passion dans une candidature, alors que ce soit sur un CV, sur une lettre de motivation ou voire même sur une vidéo de candidature? Comment est-ce qu'on met en avant sa passion pour postuler à un job? Ce qui n'est pas forcément évident, hein. Bonne C'est une question question encore. à 100 000 euros. Euh, Ce qui est sûr, c'est que si la personne le vit par son savoir-être, voilà, comme moi là, par mon corps, vraiment partager ce que ça lui a appris, les qualités que ça lui a appris. Là, tout à l'heure, tu me parlais des valeurs, mais c'est au quotidien que je travaille sur la persévérance, sur mon engagement, et mon engagement au quotidien dans mon travail. C'est-à-dire à chaque fois, je me dis comment je vais bien faire mon travail de suite, avec l'erreur, peut arriver, hein, on n'est pas parfait, mais je me mets dans une posture, et donc ce que je pourrais donc conseiller à la personne qui peut candidater, c'est comment elle a mis en place, des valeurs qu'elle a par son sport ou par son activité culturelle, une passion, hein, parce que là, on parle du sport, mais il peut y avoir, et comment, elle le vit, et quel apprentissage? Ouais, ça peut être intéressant pour les candidats parce que souvent les candidats, ils oublient de dire, ah, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Et donc ça, c'est intéressant en disant, bah voilà, qu'est-ce que ça m'a forgé? Qu'est-ce que ça m'a appris? Comment j'ai évolué? Et
qu'est-ce que je peux apporter à Thalès en me disant, ben voilà, ça, je l'ai fait dans ma passion. Et par rapport à une activité au quotidien qui m'intéresse au niveau de Thalès, ça, je peux l'apporter parce que ça permettra d'évoluer ou de me faire évoluer, mais aussi d'apporter quelque chose au niveau d'activité chez une équipe. Mhm. Ok, ouais, je comprends tout à fait. Alors j'ai un petit challenge à te proposer, Elisabeth. J'avais écrit il y a quelques temps un article, une liste en fait des 30 qualités humaines préférées des recruteurs aujourd'hui. Et si tu veux bien, je vais t'en donner trois et j'aimerais bien que tu m'expliques de quelle manière ça peut se traduire justement dans une passion. Si ces qualités sont particulièrement appréciées en entreprise et qu'elles se reflètent aussi dans une passion, que ce soit une passion sportive ou autre, c'est qu'a priori, voilà, il y a vraiment du sens à trouver ici. Alors, cette première qualité, ce serait le respect. La deuxième qualité, ce serait l'esprit d'équipe. Et puis, aller en troisième qualité, je dirais l'autonomie. Est-ce que on retrouve justement le respect, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans sa passion? Est-ce que ce sont des qualités qu'on peut développer dans la pratique sportive, par exemple? Oui. Alors, je vais démarrer avec le respect. Le respect est hyper important. C'est dans les pratiques sportives, en tout cas en natation, le respect, on a le respect de l'autre parce que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on a chacun notre activité à faire parce qu'on est, moi, je suis brasseuse par exemple, on a chacun notre spécialité, mais on Ça respecte veut pas dire que l'entraîneur. que tu fabriques de la bière, hein, juste je le précise comme Euh, ça, hein, brasseuse, oui, oui, dans le cadre de la oui, natation. voilà, Désolé, c'est j'étais ça. obligé de faire C'est-à-dire la petite que, blague, hein. ouais, t'as raison. Non, non, c'est de la brasse, voilà. Et, et on a le respect, par exemple, on a le respect de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'on a un coach sportif, quand il nous demande d'être à l'heure à l'entraînement, on est à l'heure à l'entraînement. Quand il nous dit il Hmm. faut faire 10 fois 50 départ une minute, s'il nous le demande, c'est qu'il sait qu'on est capable de le faire et de le respecter. On n'est pas là pour dire ah ben non, ce Hmm. que tu as écrit, ça nous plaît pas, etc. Donc il y a un respect de l'entraîneur, on a un respect des officiels parce qu'on est avec des procédures, on a des règles et ça c'est hyper important. Et le respect de nos collègues nageurs Hmm. ou nos collègues, parce que on est à la fois dans le monde individuel au niveau du sport, puisque c'est la natation, mais derrière, il y a ce collaboratif, et donc c'est pour ça que maintenant je continuerai sur l'esprit d'équipe, c'est que même si on a notre sport individuel en natation, on fait des relais. Donc maintenant, c'est très connu parce qu'on a beaucoup de résultats en relais au niveau de l'équipe de France. Mais c'est chacun amène sa pierre à l'édifice. Un Oui. relais va réussir parce que chacun va mettre sa performance individuelle au niveau de la performance collective. Et donc, il faut savoir se parler, il faut savoir échanger et il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, il y a cet esprit Hmm. collaboratif, même si on fait de l'individuel. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, donc pour les recruteurs et pour les jeunes, hein, on a notre responsabilité de faire des choses bien. Et c'est parce que c'est chacun dans le maillon de la chaîne fera quelque chose de bien et avec les interactions avec les autres, parce que moi, je peux bien faire mon travail, mais si je m'occupe pas de ce que je reçois ou de ce que je vais renvoyer, bon, c'est pas très intéressant. Donc, je fais mon travail, mais avec, sachant que je reçois des informations et que je les produis pour quelqu'un d'autre. Ben, c'est comment Hmm. chacun va faire ça bien avec les interactions. Et donc, cet esprit d'équipe, il est hyper important. Donc, voilà, Ok. c'est le deuxième mot que tu m'as donné. Et Là, je puis, vois très l'autonomie, très bah, bien le lien, en tout cas déjà sur le respect, sur l'esprit d'équipe. Effectivement, je vois très bien le lien, hein, en tout cas ce que ça peut nous apporter dans notre métier, dans notre vie en entreprise. Le petit dernier, c'était l'autonomie. Après, des qualités humaines, et je te dis, j'ai fait une liste de 30 qualités. Alors, on va peut-être pas toutes les faire, mais sur non, l'autonomie, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses, des expériences un peu vécues que tu constates? oui, bah, l'autonomie, c'est à la fois au niveau de notre passion. Alors moi, je pourrais en partager sur la passion et puis au niveau du sport. Donc, moi, l'autonomie, par exemple, je voyage beaucoup pour le travail. Voyez? Hmm. Et donc, en fait, je fais beaucoup d'entraînements seul où le coach m'envoie les entraînements et je vais dans le public où je cherche des piscines dans les hôtels pour pouvoir aller m'entraîner. Et donc, c'est moi-même toute seule qui essaye de m'entraîner avec un programme. Et donc, ça, je suis en complète autonomie.
Et après, je débriefe. Et quand il y a un problème, j'appelle l'entraîneur en faisant attention au décalage horaire pour pas le réveiller. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au moment, je suis capable, avec les bases que j'ai, de bien faire mon travail au niveau de mon activité sportive. C'est la même chose dans mon travail au niveau Thalès. C'est-à-dire que j'ai une compétence pour bien faire mon travail. J'ai une autonomie avec toute mon expérience et on acquiert l'expérience par tous les apprentissages au long de notre carrière. Mais à un moment, il peut y avoir des difficultés et même à 59 ans, on peut encore tomber sur des difficultés. Et là, j'ai mon devoir d'alerte pour dire, bah tiens, ça, c'est plus de mon niveau. Je lève la main ou je vais voir mon manager en disant ça, on doit le traiter ensemble parce que c'est un périmètre sur lequel je n'ai plus l'autonomie parce que ça dépend de X ou Y personnes qui sont en transverse. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et l'autonomie, c'est pas je suis tout seul dans mon coin et je fais tout comme je veux. C'est j'ai un cadre dans lequel dans lequel je peux innover, m'améliorer par moi-même parce que c'est moi qui maîtrise mon activité. Et en même temps, l'autonomie, c'est quand je suis capable de détecter qu'il y a des choses qui ne sont plus de mon périmètre, mais que j'ai la force et le respect de dire, OK, j'ai besoin d'aide. Et là, je vais voir quelqu'un en me disant, là, j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin de toi pour pouvoir continuer à avancer là-dessus. Et c'est ça qui est hyper Ouais. important. Ces 3 qualités qui sont indispensables. Ouais, bah ça nous donne de bons éléments de réponse. En tout cas, ça donne de bons éléments de réponse aux candidats et aux candidates qui chercheraient à postuler et à mettre en avant leur passion. Je peux donner aussi pas mal d'autres qualités comme la sincérité, la curiosité, la créativité, l'intégrité. Toutes ces qualités se retrouvent tant dans le domaine du sport et dans le domaine des passions au sens large que dans le monde de l'entreprise. Il y a quand même un sujet sur lequel j'aimerais bien m'attarder un tout petit peu. C'est ce sujet de la peur de l'échec. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans les discussions que je peux avoir. Alors souvent avec des plus jeunes profils, forcément, lorsqu'on arrive dans le monde de l'entreprise, on se demande si on a bien fait, on se dit, bon mince, j'ai vraiment peur de ne pas réussir sur ce projet, alors qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et que c'est justement, je pense, aussi, on va dire, le propre d'un début de carrière que de faire des erreurs pour progresser. Comment justement une pratique sportive ou la pratique d'une passion nous permet justement de surmonter cette peur de l'échec? Une question qui dure à peu Alors, près 1 minute 30, comme tu peux le voir. oui, tout à fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'utilise plus le mot échec. Alors, c'est vrai que il y a des personnes qui utilisent encore le mot échec et ça peut m'arriver parce que quand on a, voilà, j'ai discuté des fois avec des grands nageurs, ils ont loupé des qualifs aux Jeux Olympiques à quelques centièmes de seconde, mais ils n'utilisent pas le mot échec parce qu'en fait, échec, c'est quand même un coup près. C'est, Mmh. voilà, qu'est-ce que je peux, voilà, je me suis trompée ou j'ai mal fait ou il y a eu des choses qui se sont passées. Et donc maintenant, je dirais que plutôt, c'est comment, je parle plutôt du droit à l'essai et du droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand pour les jeunes qui rentrent dans le monde de l'entreprise, je trouve que les managers ont un rôle, c'est de mettre les personnes en confiance. D'où un peu tout à l'heure, tu m'as parlé du mot autonomie. C'est comment je donne des périmètres d'autonomie la hauteur de la personne qui est en face de nous et d'aller le challenger sur des choses où on voit qu'il peut y aller et en même temps lui donner c'est-à-dire ce respect, cette autonomie pour que si il réussit pas, ben comment lui va venir en disant bah, tiens, j'y suis pas arrivé. Et là, c'est là que le manager a vraiment un rôle dans le début de carrière. Moi, je trouve que j'ai eu de la chance de rencontrer des managers en début de carrière qui m'ont dit à chaque fois que je suis pas arrivée à faire quelque chose, je suis allée les voir ou ils sont venus vers moi parce qu'au début, on est peut-être un peu timide et ils m'ont dit, bah, Elisabeth, qu'est-ce que tu viens d'apprendre là? Et en m'obligeant à aller en prise de recul, bah, je dis, ah, bah là, tiens, j'ai oublié de penser à ça. Et souvent, ce que je pourrais aussi partager, c'est que le fait de verbaliser oralement des choses, d'un seul coup, notre cerveau, il se dit, ah ouais, c'est ça, j'ai loupé ça. Vous voyez? Et donc, c'est Mmh. pour ça que euh, ce qui est hyper important, c'est plutôt de dire qu'on a le droit d'expérimenter et que si ça, c'est ce qu'on appelle le je teste et j'apprends, hein, le test and learn, c'est Oui, notre le terme fameux anglais, test il and n'y a learn. pas de, voilà, Ouais, on c'est est sur un qu'est-ce bel que anglicisme. voilà, tout à fait, mais bon, c'est dans le monde dans lequel je suis, c'est pour ça que j'essaye de pas utiliser trop Exactement. de mots Non, mais anglais, mais t'inquiète pas, je l'entends aussi régulièrement. voilà. Et c'est vraiment important, et c'est là où c'est hyper important, c'est d'éduquer aussi les managers à ça. C'est-à-dire que quand les jeunes arrivent, et là j'ai l'expérience parce que j'ai une stagiaire qui travaille avec moi, à chaque fois je lui dis, bon alors maintenant,
qu'est-ce que tu as appris? Et c'est par cet apprentissage-là qu'elle prend de plus en plus confiance et qu'elle va dans des limites, qu'elle éloigne ses limites, elle se donne des challenges et qu'elle innove. Tout à l'heure, tu as parlé très vite du mot innovation, mais c'est comme ça qu'elle est créative, parce que je lui ai donné un périmètre de confiance qui fait que elle teste des choses. Et puis voilà. Et là, à un moment, on a testé un truc. Bon, bah, ça n'a pas marché. Je dis, oh, bah, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on en a appris, etc. Parce que même moi, j'ai appris parce que c'était une plateforme que je connaissais pas. Et elle a vu ma démarche. Et ben, la fois d'après, elle l'a fait. Donc, j'étais contente. Il y a l'exemplarité qui est hyper important. Donc, c'est ça, vraiment, donner ça aux jeunes et puis ce droit de tester, d'expérimenter. Et c'est là où là, je dirais qu'il faut vraiment avoir le devoir. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, là, je demande vraiment, c'est le devoir de dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en ai appris. Et ça, c'est hyper important parce que s'il n'y a pas ce temps d'arrêt sur qu'est-ce que j'en ai appris, bon, ben, on est souvent on va faire souvent le problème, excusez-moi, On va à on l'épuisement en refait fait. souvent la même erreur. Surtout, on refait la même erreur puisqu'on n'a pas Ouais. déclenché dans notre cerveau Mmh. l'apprentissage. Et là, c'est un Ouais. devoir, à la fois un devoir des managers, mais si les jeunes m'écoutent avant et que, comment ils peuvent déjà le faire avant pour que ça soit déjà ça de gagner par rapport à des années Ouais. de carrière. Oui, et puis réfléchir à ce que j'ai appris justement à travers cette expérience, ça permet de nous auto-satisfaire, de nous auto-féliciter, donc de nous redonner un petit coup de boost aussi, un petit coup de motivation. Et c'est plutôt satisfaisant. Ah ben C'est bien de se c'est satisfaire. c'est de l'auto-valorisation. C'est-à-dire que c'est hyper important par soi-même de se dire ah ça j'y suis arrivé, mais vraiment de se le J'ai dire soi-même. réussi. Et on Ouais. n'est pas voilà j'ai réussi à faire ça. Et on n'est pas dans le monde de oui oui en disant ah, c'est super et tout, mais parce que dans le monde de l'entreprise, je l'ai vécu parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille. Il y a des fois, il y a des personnes des managers qui nous valorisent pas. Mais si on va pas chercher la valorisation par soi-même, c'est hyper important de Ouais. remplir notre paquet de réussite Ouais. et de se dire ah ça j'ai bien fait parce que c'est toujours, voilà, on parle beaucoup du cerveau, mais parce que c'est ma passion, c'est notre passion à côté, mais Mmh. c'est ça qui me permet de se dire, tiens, tout cet apprentissage, je l'intègre en moi et ça fait qu'après, c'est disponible. C'est surtout ça. Tout à l'heure, tu Ouais. me disais, quand il y a des situations difficiles, c'est parce que j'ai engrangé ces apprentissages, ces automatismes, que quand il y a une situation qui est difficile, c'est comme si j'avais une valise avec plein d'outils et tac, l'outil que j'ai besoin, il ressort. Mais parce que je l'ai Ouais. entraîné. Je l'ai en automatique. Ouais, donc c'est vrai que dans une période où on parle particulièrement du burn-out ou des risques voilà, un peu psychologiques qu'on peut rencontrer en entreprise dans des périodes de stress ou d'un management qui n'est pas forcément hyper adapté, la pratique sportive ou la pratique d'une passion au sens large nous permet de nous prémunir en fait de ces sujets-là, d'une certaine manière. En tout cas, ça réduit le risque. Voilà, après, je suis pas thérapeute, mais ce qui est sûr, c'est que la pratique du sport, quand on est dans une passion, hein, il y a l'entraînement. On a parlé de la récupération et on a parlé de la gestion du corps, sachant que quand même le corps, c'est celui qui nous porte et qui nous Ouais. porte aussi notre intellect. C'est-à-dire quand on est fatigué physiquement, on voit bien des fois les journées sont un peu difficiles. Donc c'est pour ça que en tout cas pour l'activité sportive, il faut savoir bien gérer son corps pour pas être fatigué, parce que sinon au bout d'un moment on Mmh. est voilà, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et en même temps, notre corps, faut le chouchouter parce que c'est lui qui nous permet d'aller au quotidien dans nos retranchements. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le sport aussi, quand l'entraîneur, tout à l'heure, je te parlais, il nous demande des séries un peu parce que il faut aussi ne pas rester dans le confort et aller chercher le défi. Mais c'est ça le monde de Mmh. l'entreprise. Notre carrière, elle est bien faite. Quand je suis rentrée en 87, j'avais un niveau de connaissance et d'apprentissage, et c'est parce que mes managers ou mes activités m'ont demandé du challenge que j'ai progressé. Ouais. Mais j'ai toujours progressé dans un périmètre où je savais que j'étais en confiance, et c'est ça qui fait que au fur et à mesure de notre carrière, on continue à évoluer. C'est parce qu'on a fait des choses un peu différentes. On n'est pas resté dans les mêmes activités que notre début de carrière. Ouais, ouais.
Meilleure année, hein, l'année 87 d'ailleurs, hein, je dis ça au passage, je dis pas ça parce que c'est l'année de ma naissance, mais voilà. Aujourd'hui, la Fédération française du sport en entreprise précise que pratiquer une activité sportive sur son lieu de travail augmente de 9% la productivité. Mais bon, on le sait, hein, il y a pas mal de salariés qui n'ont pas cette possibilité-là de pratiquer une activité sportive sur leur lieu de travail parce qu'il voilà, n'y a pas les infrastructures, parce que leur employeur ne leur permet pas, ne pousse pas justement cette activité, activité sportive ou pratique d'une passion, hein, par exemple. Justement, je suis salarié aujourd'hui dans une entreprise qui ne permet pas cette pratique sportive. Quel conseil tu donnerais justement à ce salarié qui aurait envie de convaincre son manager d'adopter ce type de pratique? C'est un beau challenge. Bah ouais, on arrive à la fin de Ce qui ce l'épisode, j'avoue que Voilà, ça me tout à brûlait la fait. langue Ouais, ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est que, alors c'est vrai que toutes les entreprises peuvent pas mettre en œuvre ça parce que elles ont voilà, des contraintes que Thales n'a pas, puisque Thales, on est quand même une grosse entreprise et ça, je remercie. Moi, je suis contente d'avoir rejoint Thales là-dessus parce que on a des conditions pour du sport. Alors, en tout cas, il y a pas mal de gens qui courent entre midi et deux. Après, Mmh. voilà, j'allais dire que pour les entreprises dans lesquelles ils peuvent pouvoir faire ça peut-être entre midi et deux, voire sur l'heure du déjeuner, comment ils peuvent mettre facilement. Alors c'est ce que tu disais, là, ce qui me vient à chaud, hein, parce que je suis pas experte, mais là je te disais, 20 minutes à 40 minutes, c'est suffisant pour faire un peu de sport. Donc voir comment dans l'entreprise, ils ont une heure de pause le midi, comment ils peuvent faire des activités de 30 à 40 minutes. Mmh. C'est ça qui est hyper important. Et je sais que la fédération là du sport en entreprise milite ou en tout cas parle de ça parce que c'est vrai le sport nous aide à être bien dans le corps. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Et Mmh. quand on se rend compte de ça, de cette oxygénation euh, par le sport et donc tout ce que ça produit au niveau des neurosciences, au niveau de notre cerveau, c'est tellement évident, moi, quand on le vit, que derrière, je trouve que ça serait intéressant que les entreprises puissent le mettre en œuvre. Après, Mmh. voilà, je peux pas parler pour toutes les entreprises avec les contraintes qu'il peut y avoir. Voilà, je veux pas de problème avec les autres entreprises. Mais voilà, je dirais le Évidemment. premier truc qui pourrait être intéressant, c'est que s'ils ont une heure de pause, de se dire comment l'entreprise peut aider à se dire, tiens, elle laisse les personnes laisser courir pendant 20 à 40 minutes et après manger et proposer peut-être des repas qui peuvent être, je sais pas, commandés, etc., pour que la personne puisse manger en 20 minutes, même si, Mmh. voilà, j'allais dire après à Ouais, c'est chacun ça, de trouver pouvoir sa organiser solution. ça, de pouvoir adapter aussi la pratique sportive, la pratique d'une passion au temps de travail des salariés. En tout cas, c'est bénéfique, hein, on le voit, les chiffres le prouvent. Donc effectivement, ce sont de bons arguments et je pense que voilà, on aurait tout intérêt à sensibiliser les employeurs justement à cette pratique sportive qui satisfait tout le monde finalement. Les salariés s'y retrouvent, l'entreprise s'y retrouve, tout le monde est content. En tout cas, j'ai l'impression que toi, Et, et Elisabeth, tu en es pleinement satisfaite. ouais, alors en tout cas, oui, pour Thalès, mais juste pour rebondir, c'est-à-dire, je suis plutôt dans la philosophie du petit pas, de l'amélioration continue. C'est pour ça, vous Ouais. voyez, tu m'as posé une question sur laquelle, bon voilà, j'avais pas réfléchi, j'avais pas réfléchi sur ces entreprises-là, mais là, tu as eu un exemple de comment je prends du recul et en me disant, Ouais. tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit pas? Là, vraiment, tu as l'exemple, je vais dire sans Ah bah savoir, c'est cool. de, bah, de, de la prise de recul en me disant, tiens, il me pose une question. Je ne connais pas tout le contexte, mais il y a peut-être des entreprises qui vont nous écouter en se disant, bah oui, qu'est-ce que Mmh. c'est qu'une fois ou deux fois par semaine, je mets en place quelque chose, 20 minutes, 40 minutes pour que mes employés puissent aller faire un peu de sport. Ouais. Bah voilà, c'est une idée. Et commencer C'est par ça, des oui, petits puis c'est pas. un exemple concret effectivement de répondre avec une certaine mesure, de prendre du recul par rapport à la question, d'évaluer les tenants et les aboutissants de cette question et essayer de proposer une réponse adaptée petit à petit et pas plonger directement, enfin, pour reprendre un peu les termes qui te plaisent tout particulièrement, pas directement plonger dans le sujet et risquer du coup de dire des choses que tu regretterais potentiellement. Donc ouais, je Voilà, vois donc bien t'as effectivement les vraiment, réflexes que voilà, tu as pu acquérir. t'as vraiment le réflexe. J'ai pris du recul en mettant les bémols parce que voilà, mais t'as vraiment ça, la prise de recul. Et puis voilà, et puis il faut qu'ils s'essayent. Et puis
il regarde ce qui marche pas, et on rentre dans l'amélioration continue. Donc c'est vraiment ça mon quotidien. Vous voyez, dans toutes mes activités, je peux dire que c'est vraiment dans tout que je fais ça. Ah bah, c'est hyper rassurant. En tout cas, on a le sourire, c'est ça qui est cool. On va dire que la passion et le sport peuvent nous réconcilier aussi avec un travail qui peut parfois être un peu stressant. C'est un peu la leçon que je vais retenir de cet échange aussi. Alors, je vais peut-être juste faire un petit résumé justement des apprentissages que je retiens de cet épisode. Donc, l'idée qu'effectivement, on a tout un tas de qualités humaines qui se développent dans le domaine sportif comme dans différentes passions. Ces qualités humaines comme la rigueur, la sincérité, le sens de l'organisation se retrouvent en entreprise et que du coup, en tant que candidat et que candidate, on a la possibilité de valoriser ces qualités à travers son CV, sa lettre de motivation, un entretien de recrutement. Et en tout cas, c'est ce que j'encourage les candidats et les candidates à faire. Donc un grand merci Elisabeth pour tous ces apprentissages. J'hésite maintenant à me mettre à la natation ou peut-être à un autre sport, qui sait. Mais on te souhaite en tout cas bon courage pour les championnats du monde. Eh ben, je te remercie Guillaume, c'était vraiment un grand plaisir de partager ma passion, à la fois ma passion, mon plaisir dans le sport et ma passion et le plaisir dans mon travail. C'est vraiment lié. Merci beaucoup, plaisir partagé Elisabeth. À très bientôt. À très bientôt, au revoir Guillaume. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.